Bonjour, dans cette vidéo, on va discuter des étapes pour réaliser un test d'hypothèse. Si ce n'est déjà fait, je vous conseille fortement d'aller visionner les vidéos que j'ai faites sur le principe qui sont derrière les tests d'hypothèse. Et ça devrait permettre de comprendre un petit peu mieux pourquoi est-ce qu'on en est venu à formuler les 6 étapes suivantes. Malgré tout, quand même, un petit rappel. Test d'hypothèse, l'idée, c'est de prendre une décision entre deux hypothèses. L'hypothèse H0, qu'on va appeler l'hypothèse nulle, et l'hypothèse alternative, c'est ici le H1, qu'on va aussi parfois appeler la contre-hypothèse. Ces deux hypothèses-là sont deux hypothèses qui sont opposées. Peut-être tout de suite mentionner une petite chose. L'hypothèse nulle sera toujours elle qui va avoir l'égalité. Et donc déjà, vous pouvez voir, on va faire des tests d'hypothèse pour des moyennes et des proportions. Donc, la première étape, ça va justement être de les formuler, ces étapes, ces deux hypothèses-là. Donc, l'hypothèse nulle, H0, et la contre-hypothèse. Il peut y avoir plusieurs formes, entre autres de contre-hypothèses. Hypothèse alternative H1, ça va être le sujet de la prochaine vidéo. On peut avoir des tests qui vont être bilatérales, unilatérales à gauche, unilatérales à droite. Ça dépend entre autres de comment est formulé le H1. Donc, ça va être le sujet de la prochaine vidéo. Donc, ça, c'est notre première étape. Ensuite, à partir de l'étape 1, finalement, on va prendre pour acquis que H0 est vrai. Donc, on va garder à l'esprit que pour le reste des étapes, on suppose que H0 est vrai jusqu'à preuve du contraire. La preuve du contraire, ce qu'on veut dire par là, c'est si jamais l'observation, le résultat d'un échantillon, en supposant que H0 serait vrai, si jamais le résultat est à ce point peu probable, ça semble tellement peu probable que probablement que le H0 est finalement faux, ben c'est à ce moment-là qu'on va rejeter le H0. Donc, c'est un peu l'idée, l'esprit qu'il y a derrière les tests d'hypothèse. Donc, pour en arriver là, la deuxième étape, un coup qu'on a formulé nos hypothèses, c'est de déterminer, c'est quoi notre distribution de probabilité dans laquelle on se trouve. Donc, nous, jusqu'à maintenant, on a vu, entre autres, la loi normale au travers le théorème centrale-limite, ou bien on a vu la loi Student. Je vous rassure tout de suite, c'est les mêmes conditions qu'on utilise, qu'on avait déjà vues pour les intervalles de confiance. Donc, les conditions d'application du théorème centrale-limite, ça n'a pas changé. Même chose pour la loi Student. Donc, ça va être les mêmes. Un coup qu'on a déterminé dans quelle loi de probabilité qu'on se trouve, quand j'ai mentionné tout à l'heure que le très peu probable, c'est notre risque d'erreur et ce qu'on appelle le niveau de signification ou seuil de signification, c'est notre valeur alpha. La valeur alpha, ça va toujours être donné dans la question. Donc, c'est un peu le risque d'erreur qu'on est prêt à prendre. Donc, c'est le cas, c'est la probabilité du très peu probable qui ferait en sorte qu'on va rejeter le H0. Ça, c'est à l'étape 3. Elle est très rapide. L'étape 4. En fonction de la valeur de alpha qui a été choisie, en fonction du type de test, par là, je veux dire qu'on peut avoir des tests bilatérales, unilatérales à gauche, à droite, ben, ça va nous amener à déterminer là où les valeurs critiques, finalement, ça va nous amener à déterminer notre règle de décision. Donc, à partir de quelle valeur est-ce qu'on doit rejeter H0, qu'on doit accepter ou ne pas rejeter le H0? On va peut-être faire tout de suite un petit exemple. On ne regardera pas les autres. Mais exemple ici, en supposant, par exemple, que le H0 soit vrai, ça va nous amener à, par exemple, dans notre contexte, supposons qu'on a une loi normale, ça va nous amener ici. Et les cas les moins probables sont dans nos pointes. Et si jamais notre expérience nous amène dans ces pointes-là, donc au-delà dans la zone rouge, ben à ce moment-là, on va rejeter le H0. Et ça va nous amener à établir notre règle de décision à cette étape-là. Donc ça va être notre étape 4 finalement. Donc rendu à l'étape 4, on a une règle de décision qu'on a établie
Et selon le résultat de l'échantillon, ben là, on va pouvoir après prendre notre décision. Donc, je reviens ici. C'est pour ça qu'à l'étape 5, c'est là que l'échantillon va embarquer. Donc, à partir de l'échantillon, on va avoir à calculer soit une cote Z si on est avec la loi normale, le théorème central limite, ou bien le T échantillonnal aussi. Donc, dans les deux cas, c'est un calcul de cote Z. Et un coup qu'on va avoir cette valeur expérimentale-là, ben, on va l'utiliser avec la règle de décision et c'est là qu'on va pouvoir déterminer si on rejette ou on ne rejette pas l'hypothèse nulle. Et ensuite, ben, on aura juste à écrire notre conclusion, à revenir dans le contexte et à rappeler le seuil de signification. Donc, c'était les étapes pour un test d'hypothèse. Donc, c'est peut-être vite dit, mais avec les exemples, je crois que ça va prendre plus de concret. Donc, c'était les étapes pour les tests d'hypothèse.